Allez les amis, on se retrouve pour le 380e épisode du Coup Tordu. Content de vous retrouver. Le Coup Tordu, c'est le podcast qui parle de vélo, le podcast qui parle de cyclisme. Les passionnés qui parlent aux passionnés. Je vous retrouve pour un 380e épisode. Alors voilà, dans le Coup Tordu, on se projette vers l'avant. La Vuelta est terminée. J'ai vu quelques tweets passer d'ailleurs à droite à gauche. C'est la fin des grands tours. On est un peu triste. La saison est très loin d'être terminée les gars. Et le Coup Tordu ne s'arrête jamais, puisque une fois que les courses vont s'arrêter, et on va aller très loin dans la saison, on va aller jusqu'à Xanxi, on va peut-être même aller jusqu'aux courses japonaises qui auront lieu après, et une fois que tout ça s'arrête, dans le Coup Tordu, on bascule sur la saison des interviews. Alors on est en train de vous caler des choses, voilà, pour la saison des interviews. Voilà, c'est une saison qu'on apprécie peut-être même encore plus que la saison des courses, parce qu'on peut se poser, on peut avoir des coureurs avec qui on discute. L'année dernière, on avait eu Quentin Béza, Miguel Heidemann, Jordan Jegat, on savait pas encore qu'il allait faire 10e du Tour de France. On en a eu d'autres, donc avec Thibaut et Enzo, c'est presque notre période préférée. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le blues des fins de grand tour, on n'a pas non plus le blues des fins de saison, et donc le Coup Tordu, ça ne s'arrête jamais. Et donc je vous retrouve pour la preview, je vous retrouve en solo, un preview du Tour du Luxembourg. On va faire un petit tour du classement général et de la première étape, et également la preview du Grand Prix de Wallonie qui va avoir lieu ce mercredi 17 septembre 2025. Juste avant les previews, on va y aller direct. Je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques, que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vais vous faire quand même un petit point sur le management de bankroll, un petit peu ce que j'ai, parce qu'on a quand même sorti une bonne Vuelta au final. Rappelez également que dans le dernier épisode, ceux qui l'avaient pris, on en avait parlé. La victoire de Paul Magnier, c'était sur le Grand Prix de Fourmies. On a rentré Paul Magnier à 10 en bénéficiant d'une value intersidérale des bookmakers qui n'avaient pas vu que Tim Merlier ne faisait pas la course. Donc forcément, Merlier était coté à 1,80. Paul Magnier était coté à 10. Donc on s'est engouffré dans la brèche. J'ai balancé l'info sur les réseaux sociaux. Vous avez été plusieurs à pouvoir en bénéficier. C'est vraiment quelque chose que j'essaye de réajuster. J'en avais parlé. Là, on va aller dans le betting, et dans le betting pur. Je vais vous dire un petit peu la formule que j'applique actuellement pour les bets que je vous propose et les pourcentages de bankroll. Je vais vraiment sur les probabilités d'occurrence. Donc à savoir que moi je suis sur une version assez safe de gestion de bankroll, et j'estime que vraiment au taquet du maximum, sur un bet, sur un pari, je ne peux pas sortir plus d'1% de ma bankroll. Mais 1% de ma bankroll, faudrait vraiment que la value soit immense, intersidérale. Donc je vous donne ma formule. C'est d'aller sur ce qui s'appelle les probabilités d'occurrence. Donc probabilité d'occurrence, je vous explique un petit peu comment je prépare mes pronostics. Je regarde pas les cotes. Donc voilà, je prépare la course, je regarde la start list, la météo, la forme des gars, et ensuite je définis mes propres pourcentages. D'accord, je définis mes propres pourcentages en fonction de ce que moi j'analyse. Ensuite, je compare mes pourcentages par rapport au pourcentage des bookmakers. Donc là, à ce moment-là, j'arrive à voir s'il y a une value ou s'il n'y a pas de value. Je vais vous donner un exemple précis. Donc, je vais partir par exemple, on va dire, j'en sais rien moi, sur la victoire de Tadej Pogačar sur une course quelconque. On va dire que Poggi il est à 2, et moi je vais estimer qu'il a 60% de chance de gagner. Voilà, j'estime qu'il a 60% de chance de gagner, il est à 2. Donc je prends la probabilité d'échec. Donc si j'estime qu'il a 60% de chance de gagner, c'est qu'il a 40% de chance de perdre. Donc ça, c'est la probabilité d'échec. Donc probabilité d'échec divisée par cote moins 1. D'accord ? Donc là, la cote moins 1, donc là, sa cote elle est à 2. Donc cote moins 1, donc ça veut dire que probabilité d'échec divisé par 1. Donc voilà, je vais vraiment sur un exemple très simple. Donc ça veut dire qu'on reste à 40, et ensuite je prends la probabilité de réussite qui est à 60 moins le résultat que j'ai eu précédemment. Donc 60 moins 40, j'arrive à 20, et ensuite je divise par 100 parce que voilà, je joue maximum sur 1% de bankroll. Donc j'arrive à 0,20% de bankroll. Donc voilà, si jamais j'étais sur une gestion qui était plus agressive, à savoir que j'estime que mon pourcentage de bet maximal est à 2% de bankroll, je ne diviserai pas le résultat par 100, mais je le diviserai par 50.
Voilà, et là j'obtiendrai un 0,4% de bankroll. Donc si vous avez envie qu'on rediscute de tout ça un petit peu en privé ou que je vous fasse un petit article sur Substack sur les probabilités d'occurrence, je le ferai. En tout cas, voilà, ça fait quelques semaines que j'applique cette formule. C'est une formule que j'appliquais aussi il y a très longtemps, et puis voilà, j'ai voulu revenir sur un truc beaucoup plus simple en début de saison, et ça avait fait débat sur les réseaux sociaux, et vous m'avez repris et vous aviez raison, et c'était pas du tout optimal. Donc voilà, je pense que de cette manière-là, c'est un petit peu plus optimal, et puis j'arrive à voir aussi de cette manière si les bêtes que je propose ne sont absolument pas values, je ne les bats pas, parce que le principe du betting, c'est pas de chercher véritablement à savoir qui sera le vainqueur. Ça, c'est des prédictions en fait. Le principe du betting, c'est aussi bête que ça, c'est de battre la cote. Vous serez gagnant sur le long terme. Pas si vous connaissez le vélo, pas si vous êtes un bon pronostiqueur, simplement si vous réussissez à battre la cote. Et pour ça, il y a des notions mathématiques. Donc la notion que je vous ai donnée, elle est relativement simple. Et donc le but, c'est de réussir à battre la cote sur le long terme. C'est quelque chose qui est pas évident. Mais encore une fois, en fouillant sur les réseaux sociaux, en jouant avec la météo, parfois on y arrive. Je vais vous donner un autre exemple. Des fois on rentre un bet, on rentre un pari, mais on va dire qu'on a, à la vue du scénario, on a mal optimisé la cote. Voilà, c'est-à-dire qu'on a donné un pourcentage qui était trop faible. Par exemple, sur la victoire de Paul Magnier, à 10, sur le Grand Prix de Fourmies, j'ai sorti 0,15, mais la réalité, c'est que il y avait peut-être un peu plus de value à aller chercher. Je me suis peut-être un peu limité inconsciemment parce que la cote était à 10, mais il y avait peut-être du 0,20 ou du 0,25 à aller chercher dans l'histoire. C'est-à-dire que Paul Magnier, à combien je l'aurais coté en faisant la course sans Tim Merlier, je l'aurais probablement coté à 30 ou 40% de chance. Donc là, on arrivait globalement sur une value de un bon 0,30. Donc imaginez 0,30 sur une cote à 10, c'est simple, on repassait dans le vert sur l'année 2025. Ça aurait été un coup intersidéral. Alors après pourquoi je me suis limité aussi à cette cote-là? Parce que j'avais encore un mini doute sur le fait que Tim Merlier fasse la course. Pour moi, c'était trop beau que les books passent à côté de cette info-là. Et pourtant, ils sont passés à côté. Donc comme quoi, il y a encore des petits coups à faire. Et inversement, des fois, on perd des bêtes, mais comme on a aussi limité la mise par rapport aux proportions qu'on voyait, finalement, on s'en tire pas si mal. Exemple concret, sur le Grand Prix de Montréal qui a lieu ce week-end, la victoire de Poggi, on a sorti 0,25% de bankroll, mais à la vue de la cote de Pogačar qui était à 1,35, on aurait pu mettre 1% de bankroll. C'est possible. Voilà, donc McNulty le remonte. Quand McNulty a décollé la roue de Quinn Simmons, à ce moment-là, j'ai su que c'était mort. À ce moment-là, j'ai su que c'était terminé. Mais et que McNulty allait gagner la course. Mais finalement, on perd le bet, mais ça aurait pu être bien pire. Voilà. Typiquement, un gros bet qui a été perdu. La seule fois où j'ai sorti 1% de bankroll cette année, c'est quand Pipo Ganna a été battu par Ethan Hayter. C'était sur le Tour de Belgique. J'avais mis 1% et c'était une énorme connerie d'ailleurs. Et la cote était à 1,25. Il est battu par 3 secondes. Là, typiquement, je mets un bet en fonction de la cote. Voilà, c'est après ça où j'ai un petit peu revu les choses et ensuite où j'ai remis vraiment le truc en place après le Tour de France. Mais voilà, typiquement, je suis là aussi pour ça, pour vous faire partager mon expérience, vous dire ce que je prends, ce que je prends pas, et aussi un petit peu vous reporter mes erreurs. Donc voilà, donc ça c'était une grosse erreur. Mais la réalité, c'est que si j'avais ramené, on va dire, peut-être Pipo Ganna sur du 60, 70 ou 80% de chance de gagner. Peut-être que, c'est que l'erreur aurait été moins forte. Il y aurait une erreur, on serait arrivé peut-être sur du 0,4, 0,5, 0,6% de bankroll, mais l'erreur aurait été moindre. Je donnais pas 99% de chance de gagner à Pipo Ganna, ou en tout cas, je l'avais peut-être pas forcément calculé comme ça. Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses que j'ajuste, on en débat, bien évidemment, Si vous avez des méthodes encore plus optimales, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux, le coup tordu, voilà, on est là aussi pour discuter, pour échanger. Donc après ce petit point betting, je sais un petit peu mathématique, un petit peu prise de tête, on va attaquer tout de suite, on va aller sur le Grand Prix de Wallonie, donc classique.
classique d'un jour qui a lieu donc ce mercredi 17 septembre. Alors moi, il y a quelque chose qui m'intéresse chaque année sur le Grand Prix de Wallonie, c'est qu'on a des coureurs qui rentrent de Québec et Montréal et on en a un paquet qui se retrouvent sur la start list. Alors généralement, j'ai tendance à bet contre eux, sauf que rappelez-vous l'année dernière, Alex Aramburu termine deuxième alors qu'il revenait de Québec-Montréal. Mais de manière générale, on voit que c'est quand même un peu compliqué pour les mecs qui font l'aller-retour. Arnaud Delis, par exemple, l'année dernière, il était complètement favori du Grand Prix de Wallonie. Il rentre de Québec-Montréal où il marchait plutôt bien, notamment sur Québec où il avait suivi Tadej Pogačar, et sur le Grand Prix de Wallonie, il termine 27e. Donc, de manière générale, ce que je vous dis n'est pas une règle infinie, n'est pas une règle absolue, mais le jet lag 3 jours après, avec le décalage horaire qui est je crois de 6 heures ou 7 heures, plus l'avion, plus le vol, je pense que les coureurs qui vont courir mercredi et qui étaient ce week-end en Amérique du Nord n'auront pas les notes. Clairement, pour moi, ça sera un peu compliqué. Donc pour moi, si vous voulez, il y a plutôt des coups à faire sur cette course. Donc on rappelle, bien évidemment, on arrive sur la citadelle de Namur, sprint cher à Guylain Lambert, avec un passage pavé au milieu de la pente qui durcit un peu le final. Mais bon, on est vraiment clairement sur un sprint on est sur du puncher sprinter, victoire de Roger Adria l'année dernière, puncher sprinter ou sprinter puncher, on va dire entre les deux. C'est pas un effort pour pure puncher. Au niveau de la météo, on va plutôt être sur un vent 3/4 face sur quasiment les 3/4 de la course, et ensuite quand on va reprendre la direction de Namur après la côte d'Hermeton, là on va plutôt reprendre du vent de dos. On pourra avoir de la pluie par moment, mais voilà, ça dépend des radars météo. En tout cas, du côté de Dizon, les coureurs devraient partir au sec. Il pourrait y avoir un petit peu de pluie au milieu de la course. Les radars météo sont pas tous d'accord sur ça. Alors scénario sprint, bien évidemment, chaque année on a rarement vu des échappées. D'ailleurs, je sais pas si c'est arrivé récemment de voir un coureur échappé remporter la course. 2022, victoire de Mathieu Van Der Poel, Gonzalo Serrano qui le remporte en 2023, 2021 Christophe Laporte, c'était un groupe en paquet. 2020 ça n'a pas eu lieu, c'était le Covid. 2019 Chris Neylands, alors Chris Neylands avait réussi à s'échapper. 2019 victoire de Chris Neylands. 2018 on avait un petit groupe avec Jasper Stuyven également. On voit quand même que la tendance ces 5 dernières années c'était plutôt scénario sprint. Donc bien évidemment je repars moi aussi sur un scénario sprint. On va aller du côté des bêtes et vous allez voir, je vais tenter des gros coups véritablement, encore une fois, en revenant sur cette histoire de coureurs qui étaient du côté de Montréal et Québec. Donc Arnaud Delis, j'ai tendance à le sortir du jeu, il est favori de la course à 2,50. Après Girmay, alors si les coureurs avaient été s'il n'y avait pas cette histoire de jet lag, pour moi Bini était clairement mon favori. Quand on voit la manière sur Québec, quand il est sorti dans les bosses avec Tadej Pogačar, ça veut dire qu'en ce moment on a du très bon Binyam Girmay. La Pera Wellens, tout ça c'était présent en Amérique du Nord. Alors Florian Vermersch n'y était pas. Après, j'ai des doutes sur son kick. Voilà, est-ce que Vermersch est véritablement un puncher sprinter? Je suis pas convaincu. Ensuite, Aramburu Adria était en Amérique du Nord, donc vous l'avez compris, on va plutôt descendre un petit peu plus loin et on va tenter des gros coups. Alors, dans les gros coups, dans les gars qui m'intéressent et que j'ai pris et que je vais prendre. Alors moi j'aime bien si vous voulez la Total Energy sur cette course. Alors on a Alexandre Delettre qui est très très en forme actuellement, là, qui vient de faire une très très belle campagne de course en Italie. J'aime bien la Total Energy. Il y a aussi Émilien Janière qui pourrait complètement, c'est aussi quelque chose qui lui correspond. Je vais plutôt aller sur Sandy Dujardin. Sandy Dujardin qui a remporté la Maryland Classic. Alors, il a eu le temps de rentrer des États-Unis. La Maryland Classic, c'était il y a une petite il y a une grosse dizaine de jours. Donc lui, il a eu le temps de revenir et de se remettre. Il est coté à 126 sur le Bookref. Je trouve que c'est une ascension
qui lui convient parfaitement. Sandy Dujardin, il a un bon petit kick, il a un bon petit sprint. D'ailleurs, il avait aligné un petit groupe sur la victoire sur le Maryland Classic. Donc voilà, pour moi, en plus, c'est un garçon qui a aussi beaucoup de pics de forme sur cette période de l'année, sur le mois de septembre. Rappelez-vous l'année où Christophe Laporte avait été champion d'Europe. Il avait été très très bon sur les championnats d'Europe. Donc pour moi, Sandy Dujardin à 100, ça sera un petit 0,06% de bankroll. J'ai hésité entre Dujardin et Delettre. Je vais plutôt sur Dujardin, donc 0,06% de bankroll. Voilà, ça fait 60 centimes sur une cote à 10 000 euros. Il y aura du top 3 bien évidemment également, mais voilà, sur la forme du moment, encore une fois, alors après il y a d'autres noms évidemment qui me plaisent, je pouvais pas non plus tout prendre, mais voilà, entre voilà les coureurs, encore une fois, en excluant un petit peu les coureurs qui rentrent d'Amérique du Nord, pour moi celui qui coche plus les cases, Sandy Dujardin pour les grosses cotes. Alors une cote un petit peu moins grosse, mais moi il me plaît énormément parce qu'il est très en forme en ce moment. Il a fini 5e de cette course l'année dernière. Rick Plumers des Tudors. La cote elle est à 29, 0,02% de bankroll pour Rick Plumers qui a fini, je crois, il fait top 6 sur la Bretagne classique. Donc voilà, donc bon état de forme également et un parcours qui lui convient bien vu que l'an dernier il termine à la 5e place. Donc Plumers, un 0,02% de bankroll, cote à 29 sur le Bookref, et il y aura également un top 3 en couverture. Alors après, il y a des coureurs qui peuvent aussi cocher les cases, Morgado, pourquoi pas. Voilà, mais voilà, je vous le dis, mon inspiration, c'est que le vainqueur de la course ne sera pas quelqu'un qui revient d'Amérique du Nord. On bascule sur le Tour du Luxembourg, alors un petit peu la même chose, bon, vite fait, le parcours, on sait que c'est un parcours, on va dire, pour rouleur-puncher, vu qu'il y aura quand même un contre-la-montre qui sera décisif à la 4e étape, parcours de 26 bornes, l'étape Rennes, c'est la 3e étape, avec la montée du Nick Kloisberg, qui est quand même un bon petit talus de quasiment 3 km à 9% de moyenne que les coureurs vont effectuer à 3 reprises dans le final. Donc clairement là on arrive sur un effort pour grimpeur, avec la répétitivité des ascensions qui est très très dur dans le pied de la bosse. Allez, puncher grimpeur ou grimpeur puncher comme vous le voulez. Brandon McNulty favori au classement général, bon, cote à 1,61, pour moi il y a zéro value. McNulty lui aussi revient d'Amérique du Nord, alors je pense quand même qu'il va avoir 2 petites journées pour se remettre avant les étapes Rennes, et je pense que ça devrait le faire pour lui. Donc peut-être en remettre une couche après l'étape 1 ou l'étape 2 s'il perd un tout petit peu de temps, s'il prend une petite cassure par exemple, et si la cote elle remonte à 2,10 à un moment donné, un petit peu par exemple ce qu'on a fait sur la Vuelta où quand Mats Pedersen par exemple s'est fait allumer sur le premier sprint, la cote elle était descendue à 2,10. Donc voilà, il y aura peut-être un petit quelque chose à faire sur McNulty au classement général, mais moi pour l'instant à 1,61, je vais absolument pas toucher, même si bien évidemment pour moi c'est le coureur qui coche le plus les cases pour remporter ce Tour du Luxembourg. Il punch, il grimpe, il est en forme, il arrive encore une fois avec une équipe assez impressionnante. Le petit Igor Arrieta, on a Nils Lapolis, on a Jonathan Narvaez, on a Rafa Maika et on a Pablo Torres. C'est quand même une équipe qui envoie du lourd. Alors pour cette première étape, pareil, idem, je vais aussi sortir un petit peu tous les gars qui étaient en Amérique du Nord. Le favori, c'est Romain Grégoire à 2,75, favori logique pour moi. Alors c'est tous les ans la même étape sur cette première étape du Tour du Luxembourg. L'année dernière remportée de mémoire par Mathieu Van Der Poel, l'année d'avant remportée par Corbin Strong. Donc vous voyez un petit peu le type de coureur vers qui on va sur cette première étape. Alors attention toutefois sur cette première étape, on a une côte dans le final qu'on a tous les ans, la côte de Stadtholfer à 10 km de l'arrivée, donc 2,2 km à 7,2% de moyenne. Les coureurs vont effectuer l'ascension avec Vando. Voilà, donc Vando, ça pourrait casser un petit peu le peloton, et après ils vont tourner, ils vont plutôt reprendre vent de face, 3/4 face pour l'arrivée, même si c'est pas non plus un vent qui est ultra méga fort. Donc Romain Grégoire, favori de l'étape, à la vue du field, à la vue de la start list, ça me semble assez logique, et à la vue de sa forme,
petite value pour moi, 2,75. Voilà, encore une fois, 0,1% de bankroll. Légère value. Voilà, légère value dans l'histoire. On va pas non plus s'enflammer. Marijn van den Berg, s'il arrive à passer la côte, l'ascension, ça peut être un client. Alors après, je vois pas non plus énormément de sprinter puncher sur la start list. Ce qui me fait dire, je vois plutôt des grenadiers voltigeurs, ce qui me fait dire que dans la fameuse ascension, dans le final, ça pourrait aussi un petit peu partir à volo et ça pourrait partir dans tous les sens. Donc voilà. Donc pour moi, si vous voulez un mec comme Marijn van den Berg, je suis pas convaincu à 100% qu'il réussisse à passer. Pour moi, c'est un petit peu le seul, si vous voulez, sur ce profil de sprinter puncher, parce que ça peut convenir à un sprinter puncher, et pour moi ça va être un petit peu la cible, ça va être un petit peu le mec à faire péter. Vincenzo Albanese peut aussi cocher les cases du côté des IF. Il fait 4e du circuit Marco Pantani, alors sans toutefois véritablement peser dans les, il a pesé dans les bosses, il arrive, c'est un petit groupe, Albanese c'est pas mal. Albanese me plaît beaucoup plus que Van der Berg sur l'histoire. Albanese, il est à 41. On va partir sur du Albanese. On va peut-être mettre un petit 0,1% de bankroll, 1 euro sur une bankroll à 10 000. On va partir sur du Vincenzo Albanese parce que la forme est bonne et c'est aussi un final qui lui correspond totalement. IF pour moi arrive avec une équipe excellente sur ce Tour du Luxembourg. Richard Carapaz, Albanese, Casper Asgreen, Ben Healy, Marijn van den Berg et Max Walker. Donc pour moi super équipe. Y a de quoi faire. Donc on va se mettre un petit Albanese. Et puis vous avez deviné le troisième pick que je vais vous proposer. Pour moi c'est aussi un sprint qui est totalement tagué pour Richard Carapaz. Alors généralement chaque année il arrive avec un sprinter puncher dans les bagages. Il y a 2 ans je vous l'avais déjà proposé sur cette étape-là. Bon, il avait dit que le plan il avait fini 19e. Le plan était pas forcément de jouer pour lui. Donc voilà, je me dis simplement que si Albanese ou Van den Berg pète dans l'ascension, Richard Carapaz, il va prendre sa chance et ça il a un bon punch, Richie. Donc voilà, je serai sur Richard Carapaz à 70, 0,01% de bankroll pour Richard Carapaz, et on couvrira également avec un petit top 3, on couvrira aussi avec un petit top 3 d'Albanese. J'ai pas encore les cotes. Alors il y a Del Grosso aussi qui me plaisait dans l'histoire, mais la cote à 5, pour moi c'est pas value de ouf, et le top 3 risque d'être un petit peu gamble, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Tibor Del Grosso, ça éventuellement ça serait plutôt sur du fantasy. Mais si vous voulez, pour moi il y a Narvaez qui est coté 2e de l'étape, et Narvaez revient aussi d'Amérique du Nord, donc vous l'avez compris, on n'ira pas sur Narvaez. Rafa Majka, j'irai pas dessus, mais il a un bon petit punch, Rafa Majka. Il est sur des étapes sur le Tour de Pologne, sur des profils un peu similaires, on l'a déjà vu réaliser des choses assez sympathiques. Marc Hirschi, ça peut cocher les cases, même s'il a un petit peu de mal à la mettre au fond cette année. Et puis s'il y en a un qui pouvait véritablement, alors je vais pas y aller, mais il y en a un qui peut créer la surprise. Il est chez les Colo Quick, qui s'appelle Nordhoff, excellent coureur. D'ailleurs je serais vraiment surpris qu'il soit encore à la Colo Quick la saison prochaine. Il est vraiment bon. Il avait fait 4e de l'étape du Tour du Danemark, celle où Mats Pedersen s'était barré en Tadej Pogacar à 60 km de l'arrivée. On avait passé le top 3 de Tibor Del Grosso, rappelez-vous, sur cette étape, la cote à 5,5. L'ami Nordhoff, il avait fini 4e. Donc à surveiller Nordhoff qui avait fait aussi un très très gros Tour de Bretagne. Il avait terminé 6e au classement général. C'est un bon coureur. C'est vraiment un bon coureur. De toute façon, les Colo Quick, il y a beaucoup de bons coureurs. Si on parle des électrons libres, je pense que Gutnies, on devrait le voir à l'avant. Alors je vous avoue, pour ma team sur Side Limit, j'ai un mal de crâne sur l'électron libre. Je sais pas si je vais partir sur Quentin Béza ou si je vais partir sur Alexandre Kess, qui est dans l'équipe nationale luxembourgeoise. J'ai un vrai mal de crâne. J'arrête pas de changer mon équipe. Il y aura électron libre, je vous le dis, pour les managers de Side Limit. Mon électron libre à capitaine en Ligue 1, ça sera ou Kess ou Béza. Je sais pas, j'étais sur Kess, et puis finalement j'ai un peu changé, parce que Kess est à domicile, mais Quentin aussi il est un peu à domicile, il habite pas très loin de ces endroits-là. Donc mais pour moi il y aura forcément un des deux à l'avant.
Et voilà, et puis je vous donne également un petit peu le prono d'Enzo qui lui voit un top 10 de Davide Piganzoli. Là on est plutôt et bien évidemment sur le classement général. Je pense qu'on aura aussi du Mats Wetzel devant pour la Kern Pharma. Alors du côté de Side Limit, je vous avais dit qu'on ferait des tirages au sort chaque fois qu'on prendrait 5 abonnés dans le coup tordu en passant par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. On en a pris 4 depuis la dernière fois, donc il en manque encore un. Voilà, vous êtes à 189 abonnés à être passé par notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Donc dès qu'il y en a un 190e, voilà, au moment où j'enregistre l'épisode, vous êtes 189 filleuls à être passé par notre code de parrainage. Ah oui, je vous ai pas raconté aussi, j'ai réalisé ma plus belle vente sur Side Limit, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Donc ma plus belle vente personnelle, à savoir la vente de Pau Mikel que j'avais acheté il y a un an pile, c'était en août 2025, je l'avais acheté $79 et je l'ai revendu, il est transféré à la baragne, donc je l'ai revendu $205, donc c'est prix team qu'il l'a acheté. Donc je crois que Pau Mikel a dû signer 2-3 ans à la Bahreïn. Il pourra en bénéficier la saison prochaine, sachant que la carte va sortir du jeu. Donc voilà. Donc pour moi c'était le prix correct. Et voilà. Et pour moi le jeu prend tout son sens. Si vous voulez. Alors de base j'étais pas forcément parti pour le revendre. J'ai un petit peu de retard sur mon bilan cette année. Je sors pas la même année que l'année dernière sur Side Limit où j'avais fait $800 de gains sur Side Limit. Cette année, on va dire que je suis plutôt, j'ai pas fait le compte, mais je suis plutôt pour l'instant aux alentours de $300, même si l'année n'est pas terminée. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fais comme un manager, voilà, comme un président de club. Quand on est en retard sur son bilan, qu'est-ce qu'on fait ? On revend ses joueurs, on revend ses coureurs. Donc voilà, la vente de Pau Mikel qui me permet un petit peu de combler le manque à gagner par rapport aux objectifs que j'avais sur Side Limit en cette année 2025. Donc voilà, donc ça prend tout son sens si vous voulez. Moi, ce que j'aime vraiment à la différence des autres jeux de fantasy, c'est cet aspect scouting, aller repérer des coureurs et puis ensuite tout simplement les revendre, essayer de faire une bonne affaire avec. Donc voilà, donc Pau Mikel, donc ma plus belle vente sur Side Limit. Et voilà, je vous redonne notre parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Et je vous dis d'ailleurs le prochain tirage, le prochain coureur que je vous offrirai, c'est pour moi un des coureurs les plus sous-cotés sur Side Limit. Il s'appelle Jean-Willen Van Schip, il est au Parc Hôtel. Alors c'est un méchant, c'est certains le connaissent, c'est un pistard, certains le connaissent parce que je crois il avait mis un coup de boule à un mec, il avait été suspendu. Donc vraiment humainement c'est une saloperie. Mais alors par contre sur le vélo, qu'est-ce qu'il est bon quoi. C'est il roule, il sprint, comme les pistards voilà, puis c'est un lâche rien. Là, il est revenu, il avait pas couru depuis quasiment un an sur route, il fait 8e de la course qui avait lieu le week-end dernier, le Grand Prix Rick Van Lloyd, donc 8e et meilleur coureur des Parcs Hôtel, parce que quand vous mettez un coureur en leader et qu'il est le meilleur de son équipe, vous avez aussi un petit bonus au niveau du scoring. Donc voilà, pour moi, un des coureurs les plus sous-cotés actuellement sur Side Limit. Il a un très très bon scoring, le scoring est à 52, donc ça veut dire que c'est un mec qui fonctionne, qui marche, et il rentre et il signe un top 10 d'entrée. Donc voilà, donc Jean-Willen Van Schip qui est le prochain coureur que je vous offrirai par tirage au sort. Donc voilà, je vous redonne notre code de parrainage coup tordu 0 avec le chiffre 0. Il reste encore pas mal de compétitions sur Side Limit d'ici à la fin de la saison. Donc le récap des pronos que je vous ai donné pour le Grand Prix Wallonie, on est sur la victoire de Sandy Dujardin à 100. Voilà, c'est 100, c'est la cote que j'ai eue sur les Boucargel avec 0,06% de bankroll, donc 60 centimes sur une bankroll à 10 000 euros. La victoire de Rick Plumers, la cote à 30, donc 2 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 1 euro sur une bankroll à 5 000 euros. Ces deux coureurs seront couverts avec du top 3 dès que les top 3 vont sortir. Du côté du Tour du Luxembourg, pas de bête pour le classement général. Au niveau de la première étape, la victoire de Romain Grégoire à 2,75, 0,1% de bankroll, donc c'est 10 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 5 euros sur une bankroll à 5 000 euros. La victoire de Vincenzo Albanese, la cote à 41, on sera sur du, je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, je l'avais pas pris avant le podcast, c'est en réfléchissant
réfléchissant pendant le podcast que je me suis dit que ça avait du sens. Donc Albanese, on va partir sur 1,50€ sur une bankroll à 10 000 €. Ça sera également couvert avec du top 3. Et la victoire de Richard Carapaz à 70. Donc 1 € de bankroll sur une bankroll à 10 000 €, 50 centimes sur une bankroll à 5 000 €. Voilà pour ce coup tordu. Vous retrouvez Thibaut sur son compte Twitter, son compte X Thibaut Chambre, Enzo qui vous prépare également des previews pour la fin de saison. Vous le retrouvez sur son site The Big Gear et abonnez-vous à lui sur son X, son Twitter Analyste Phoenix et puis les réseaux sociaux du coup tordu. On est présent également sur X, sur Twitter, le coup tordu, Facebook, Instagram, TikTok. On est présent absolument partout et on se retrouvera demain pour la preview de la deuxième étape du Tour du Luxembourg. Ciao les potos.